C'est quoi la confiance? Devenez vous-même. Retrouvez toute l'actualité de votre département dans Le Républicain de l'Essonne. Actualité locale, sport, emploi, cinéma, sorties près de chez vous. Toute l'information qui vous intéresse dans Le Républicain. Chaque jeudi, 1,10 € chez votre marchand de journaux. Le Républicain, c'est aussi sur www.lerepublicain.fr. La Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne vous invite à la journée de transmission d'entreprise. Vous souhaitez réaliser un bilan retraite? Des consultations gratuites, experts comptables, avocats, notaires. Je pense qu'il faut vraiment prendre 7 heures pour aller voir les gens qui sont à même de répondre aux questions que vous posez sans jamais trouver de réponse. Alors, venez découvrir la journée transmission entreprise. Le lundi 4 octobre 2010 à Mille-la-Forêt. Bienvenue à tous, une nouvelle demi-heure au cours de laquelle mes complices et moi allons nous efforcer de vous informer tout en vous divertissant, enfin on l'espère, un nouveau numéro de On a des choses à vous dire, c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Keltoum Bessadok. Bonsoir. Bonsoir, je suis accompagné de Martine Guégan. Bonsoir. En face de Martine, il y a Giuseppe Baggio. Bonjour Patrice. Bonjour. Lionel Roudot. Bonsoir. Vous faites la Lionel à copier, je sais pas quoi. Je révise. Vous révisez Non, quoi? c'est terminé maintenant, vous rangez vos stylos s'il vous plaît. Très bien, très bien. Il faut dire ça à Virginia Forga qui a vraiment la tête de la petite fille qui met des pétards, des vrais pétards, paf, hein, sous les chaises des professeurs. Des pétards. Non. Virginia Forga. Bonsoir Patrice. Tout le monde va bien? Ça va très bien. Et nous avons une première invitée en la personne de Caroline Kennerson. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes professeur d'art plastique, entre autres. Oui. Entre autres, on va beaucoup parler de ce que vous faites avec Keltoum dans un instant. Lionel, c'est vous qui allez commencer. C'est vrai? Oui. Bon, très bien, avec plaisir. Je vais vous parler en fait d'une association qu'on a déjà reçue d'ailleurs sur ce plateau plusieurs fois, qui est l'association Riposte Verte. Une association donc essonnienne évidemment. C'est une association en fait qui se met au service de l'environnement, qui aide les entreprises en fait à devenir un petit peu plus éco-responsables, on va dire, en réalisant des audits notamment sur leurs pratiques sur différents postes, comme par exemple le tri, est-ce que les entreprises font le tri, qu'est-ce qu'elles font de leur papier notamment. Et justement en parlant de papier, Riposte Verte a contribué à la publication d'une étude que j'ai donc ici, que vous avez peut-être lu, Patrice, je ne sais pas. Oui, très bien, bravo. Ça, c'est en partenariat avec WWF, pardon. Je suis sûr que sur la page suivante, il y a un tableau avec les... Alors j'y viens. Alors c'est pas sur cette... Ouais, absolument. C'est celle d'après, voilà. Ouais, absolument. Donc parce qu'en fait, donc c'est une étude qui porte sur la politique papier de 50 grandes entreprises françaises, leur consommation, leur taux de recyclage du papier notamment. Ça, c'est une étude qu'on peut retrouver sur le site internet que vous allez voir tout de suite s'afficher sur votre écran, site internet de Riposte Verte. Donc on y retrouve notamment Total, EDF, Bouygues, Carrefour, donc avec un classement comme on pouvait le voir. Et alors le meilleur score, c'est attribué à, roulement de tambour, à votre avis, pour une grande entreprise française dont on parle de temps en temps en ce moment quand même. Caroline de Monaco. Non, mais je crois qu'elle a vu, c'est L'Oréal. L'Oréal avec 63 points sur 100, donc c'est celle qui manifestement recycle en tous les cas le mieux son papier, enfin en tout cas elle fait plus attention à son papier. Alors dans les moins bons élèves par contre on retrouve aussi, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Renault, Auchan, BNP, je m'en fiche, j'ai pas de compte là-bas, peut-être quelqu'un? Non, c'est bon. Donc je disais que vous pouvez retrouver cette étude sur le net parce que là c'est une étude papier, mais évidemment sur du papier recyclé, recyclable, tout ce qu'on veut. Mais dites, c'est une étude digne de foi.
qui est, comme toutes les études, très objective. Évidemment. Vous voyez, là, les entreprises que j'ai citées, ce sont celles qui ont bien voulu participer à l'étude. C'est-à-dire qu'elles ont quand même au moins le mérite, même pour les moins bonnes, au moins le mérite d'avoir transmis leurs données, parce qu'il y en a qui n'ont absolument pas accepté, parce qu'elles devaient peut-être sentir que le vent du boulet allait passer pas très loin. Et elle a été commandée par L'Oréal, cette étude. Non, ça ne sent pas le parfum. Non. Et donc, voilà, donc cette étude, vous la retrouvez sur leur site internet, ça s'appelle PAP50, ne pas confondre avec le particulier à particulier, évidemment, rien à voir. Tout cela, donc, pour vous parler de cette association Riposte Verte, cette association essonnienne, que l'on va voir à l'œuvre tout de suite avec Cyril Ergot, qui est cofondateur de l'association, pour quelques recommandations dans une société parisienne. On y va tout de suite. Akatoa, agence de communication Paris 18e. Après la phase de diagnostic vient le temps des premiers bilans. Salariés et dirigeants ont répondu à l'appel de Riposte Verte pour les très attendues préconisations environnementales. Merci à tous, c'est gentil d'être là. Je vais donc vous faire un petit retour sur le partenariat qu'on a mené ensemble et sur la suite qui va y être donnée et les engagements qui ont été pris par la direction. On a eu une bonne participation, je reviens dessus un petit peu après, de la part des salariés, et pour faire le diagnostic, on a eu toutes les informations dont on a eu besoin au moment où on les a demandées, donc c'est vrai que ça aide toujours. 90% du personnel ont joué le jeu en répondant au questionnaire anonyme qui leur était soumis. Consommation de 18 kg de papier par an, impression recto-verso, locaux bénéficiant de lumière naturelle et utilisation d'ampoules basse consommation. Quelques 53 bonnes pratiques sont à présent mises en place, mais on peut encore faire mieux. Pour conclure cette présentation et cette restitution du partenariat, je vais vous remettre un guide des pratiques durables au bureau qui a été édité spécifiquement donc pour Akatoa, pour l'agence. Vous allez retrouver à l'intérieur pas toutes les bonnes pratiques, les principales bonnes pratiques que je vous ai présentées tout à l'heure, qui étaient donc déjà existantes au moment où on a fait le diagnostic. Vous allez aussi retrouver le plan d'action sur lequel s'engage la direction pour 2010. Donc, voilà. Une étape de plus vers l'entreprise éco-responsable est franchie avec toujours en point de mire la norme ISO 14001, véritable faire-valoir pour cette agence auprès de ses clients. On est une agence de communication, il y a beaucoup de clients aujourd'hui aussi qui nous demandent cette démarche, donc ça rentre dans un process global, il y a vraiment une prise de conscience générale qui existe. Et l'approche Riposte Verte est très sympa parce qu'elle est très soft en fait. Ça rentre doucement, progressivement. C'est un peu comme les décisions au niveau européen où on prend des décisions applicables dans 5 ou 10 ans. C'est à peu près le même principe, mais on change tranquillement et progressivement les habitudes. Voilà, donc tout cela avec des images de la merveilleuse, fantastique et fabuleuse Amélie Patéron. Je dis ça parce qu'elle est derrière la caméra là, sur le plateau. En fait. Non, mais c'est vrai, très beau, très belles images, très beau reportage. Alors maintenant, reste à savoir quand est-ce que à Téléson nous ferons aussi notre audit. Je sais que Patrice est un fervent défenseur de la cause du développement durable puisqu'il roule en voiture électrique. Alors peut-être bientôt aussi chez nous, puisqu'on l'a pas encore fait effectivement, mais il y a sans doute des choses à améliorer aussi. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi, Patrice. Vous avez vu que vous avez quand même réussi à me faire fermer le clapet là. Et voilà, bon bah c'est parfait. Complètement. D'accord. Alors, vous avez la possibilité dans la rue de faire un signe. Il y a une équipe de Téléson pour vous exprimer sur un sujet de votre choix, n'importe quel sujet. Tenez. Ce serait très bien que les gens prennent conscience que quand ils ont un animal, ce n'est pas pour le frapper, mais pour le choyer et puis avoir une compagnie. Et puis ensuite, les enfants qui sont malheureusement battus. Et ça me tient vraiment beaucoup à cœur parce que je trouve que c'est quelque chose d'horrible. Voilà, de toute façon, il faut battre personne. Qu'est-ce qu'il y avait en bas là? Je sais pas, j'ai fait l'animal. D'accord, ce serait pas son mari, il va exagérer quand même. Bah, mais ça ne savait rien, ça rien. Mais non. Les nains, ça existe. Je trouve... Oh, Virginia, arrêtez, franchement. Keltoum, vous avez une invitée qui est face à vous. Il s'agit donc de Caroline Kennerson, qui est entre autres professeure d'art plastique.
Oui, exactement. Et avant de discuter un peu de Caroline et de sa profession et de l'école d'art et l'espace d'art contemporain, je vais vous proposer de découvrir une exposition alors qui a débuté le 18 septembre. Cette exposition concerne les œuvres est consacrée aux œuvres de Jean-Loup Cornillo. Alors c'est un peu des objets de la vie quotidienne, de tous les jours que l'artiste récupère au gré de ses promenades et qu'il rassemble, mais aussi des textes. Il y a également des vidéos. Je vous propose de découvrir l'univers de Jean-Loup Cornillo. C'est une exposition qui va regrouper des pièces de différentes époques. Je suis juste devant d'ailleurs la pièce qui est la plus ancienne de l'exposition, qui est de 1985. Et donc c'est un choix aussi en fonction du lieu pour montrer un petit peu le parcours. Et dans mon travail, j'ai un côté baladeur, je me balade, je me promène, à la fois réellement, physiquement et aussi évidemment mentalement. Donc la pensée est en marche, l'imaginaire aussi, et je vais donc faire des rencontres au fond, des rencontres avec des matériaux, avec des taches de couleur, avec aussi des mots, et tout ça va dans une espèce de soustraction, en faire le moins possible. La pièce, la sculpture va exister dans un moment comme ça que je veux très, très fragile mais très, très présent. Je ne veux pas me promener pour trouver quelque chose, c'est vraiment tout à fait fortuit, c'est l'œil qui fait l'œil qui fait le choix, voilà. Et puis après, les choses, les éléments que j'ai trouvés vont se rencontrer, se caresser, se frôler, et puis il y a un moment comme ça, un moment étincelant, pour moi en tous les cas, où la chose va exister. Je privilégie en tous les cas, comme on peut le voir, c'est plutôt une atmosphère de silence, c'est le silence du contemplatif, du presque rien, et plutôt qu'un art qui serait, comme parfois et souvent aujourd'hui, très spectaculaire. Donc là, c'est vrai que le spectateur, avec lui, il faut établir aussi une connivence, parce que je comprends très bien qu'on puisse ne pas s'arrêter, puisqu'il n'y a pas grand-chose, encore une fois, pour happer le regard. Au tout départ, mais il y a longtemps, j'étais dans la dernière mouvance du surréalisme, mais j'avais déjà au fond cette idée de la matière et de l'esprit, du terrestre, du céleste, puisque c'était à l'époque des formes très, très viscérales, très, très charnelles, mais qui étaient déjà en lévitation. Et je m'aperçois que j'ai développé toujours cette espèce d'aller-retour comme ça entre le haut et le bas, le lourd et le léger, et la situation. Je parle finalement de mon rapport au monde et de la situation existentielle de l'homme qui serait pour moi entre la terre et le ciel, c'est-à-dire il y a le désir d'envol, mais comme il y a aussi l'ironie, j'oublie pas la chute. Cette pièce, elle est constituée de deux crémaillères. Ça forme au fond un petit escalier qui monte et puis un autre qui redescend. Et donc quand on bouge aussi de droite à gauche, le dessin de la pièce, parce que c'est quasiment du dessin dans l'espace, la pièce se transforme et je fais tout avec rien. C'est un pis-aller. Je préférerais faire rien avec tout, serait l'idéal. À ce moment-là, je suis plus un artiste, je deviens un pur esprit et c'est pas du tout mon cas. Voilà, l'exposition de Jean-Loup Cornillo est à découvrir jusqu'au 23 octobre à l'espace d'art contemporain Camille Lambert, donc à Juvisy-sur-Orge. Il y a également un autre rendez-vous avec cet artiste, c'est dans le cadre de la Nuit Blanche. L'artiste vous invite à une lecture performance samedi 2 octobre à 16h30. À l'espace d'art contemporain. Et si vous voulez plus d'infos, il y a un site internet, le www.portessonne.fr. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Il n'y a absolument rien. Je me demandais quand nous allons parler de Caroline Kennerson. Voilà, on va en parler de Caroline. Alors, c'est vrai que les gens connaissent. Moi, je connaissais l'espace d'art contemporain, mais je ne savais pas que c'était aussi une école. Caroline Kennerson est prof d'art plastique au sein de cette école. Vous avez, je crois, 2 ateliers, il me semble.
Et donc voilà. Et cette année, en fait, la nouveauté, un point positif, c'est que le Conseil général vous subventionne. Et du coup, les jeunes qui sont intéressés par cette voie peuvent régler suivant leur quotient familial. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette classe-là en particulier? Déjà l'an dernier, en fait, donc ça concerne les élèves qui veulent entreprendre des études artistiques pour entamer des carrières professionnelles artistiques. Et donc on accueille les jeunes à partir de la seconde à peu près. On les suit le temps de la première, de la terminale, donc à partir de 15 ans. Parfois même des adultes en reconversion ou des jeunes en post-bac qui veulent se réorienter. Et donc on les aide à préparer les concours d'entrée en fonction, d'une manière assez individuelle, en fonction des modalités de chaque concours. Donc ça peut être des oraux, ça peut être des devoirs sur table, ça peut être des dossiers qu'ils vont devoir expliquer et argumenter. Et donc on a une pratique assez individuelle en fonction des projets de chaque élève. Et vous avez combien d'élèves par atelier? On a une dizaine d'élèves par atelier. Alors en fait, ces élèves, ils ont chacun, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme à l'année, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous adaptez à chaque, vocation d'élève, c'est ça? Alors en fait, on se sert du programme du bac parce qu'on prépare aussi les élèves au bac d'art plastique pour les élèves qui sont en candidat libre, qui n'ont pas la possibilité de le faire dans leur établissement. Et donc on se sert un petit peu du programme du bac comme fil conducteur parce que ça pose de toute façon des questions particulièrement importantes dans la réflexion sur les arts plastiques. Et puis au-delà de ça, on a une manière de travailler très individuelle pour répondre au mieux aux besoins de chaque élève. Est-ce qu'il y a un suivi des élèves ou est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des élèves qui reviennent à l'espace d'art pour présenter une exposition par exemple? Alors moi je suis là que depuis 4 ans, donc ils n'ont pas encore fini leurs études, mais j'ai des nouvelles de quasiment tous mes anciens élèves, je vois comment ils progressent. Est-ce qu'il y en a des très prometteurs? Oui. Oui. Vous les repérez tout de suite ou pas? Alors j'ai un élève que j'ai eu il y a 4 ans, qui est dans l'école depuis qu'il avait à peu près 6 ans, je crois, qui est un passionné, qui a vraiment ça dans le sang, qui est aujourd'hui aux Beaux-Arts et qui devrait bien s'en sortir. Et puis j'en ai croisé quelques autres aussi. Ils ont quasiment tous intégré de grandes écoles. Donc après, il y a la vie qui fait que ça marchera ou pas, les rencontres, les études, la chance. Mais il y en a quelques-uns qui devraient bien s'en sortir quand même. C'est vrai qu'on a parlé de l'atelier pour lequel il y avait des grandes personnes, notamment des lycéens pour la plupart. Mais vous avez aussi un autre atelier. C'est celui avec les enfants, je crois que c'est jusqu'à 15 ans aussi. À partir de 15 ans, c'est un atelier dessin créativité que les élèves de prépa peuvent pratiquer également. Ils peuvent aussi aller dans tous les autres ateliers de l'école, donc ça c'est un gros avantage de la classe prépa. Et dans l'atelier dessin créativité, c'est pour les plus de 15 ans, mais plus à destination de loisirs, on est plus dans la pratique, un peu moins de théorie, un peu moins de choses un petit peu plus lourdes comme ça, dans l'argumentation, la justification de ce qu'on a fait, etc. Alors, vous n'êtes pas un petit peu frustré de passer autant de temps, même si vous aimez ça bien entendu, à enseigner plutôt qu'à créer ce que vous savez extrêmement bien faire? Alors j'ai la chance de travailler surtout le soir, le mercredi et le week-end, qui me laisse quand même beaucoup de temps à l'atelier. Donc je passe quasiment toutes mes journées à l'atelier, donc ça va, je suis pas trop frustrée. Je suis toujours frustrée d'arrêter, de partir, mais ça va. Il y a un directeur de galerie qui me disait il n'y a pas très longtemps que vous arriviez à faire vivre vos œuvres. Je trouvais que c'est un compliment extraordinaire. En parlant de moi? En parlant de vous, on dit que les œuvres sont vivantes. C'est formidable. Et alors j'ai jeté un coup d'œil, effectivement il y a des choses qui paraissent vivantes, on a l'impression que ça va sortir. C'est un peu le but du jeu, je travaille sur le corps, l'organique, donc oui c'est un peu vivant, palpitant, humide. Alors pour tous ceux qui sont intéressés, il y a un site internet bien évidemment, www.portessonne.fr. Merci beaucoup Caroline. De rien. À bientôt pour discuter de vous et de vos œuvres. Pour ceux qui ne pourraient pas regarder le JT, en voici les grandes lignes. François Lamy, devant les journalistes du département ce matin à la mairie de Palaiseau, le député très proche conseiller de Martine Aubry a fait un tour d'horizon national
et départementales. À propos de Corbeil, François Lamy a estimé que la gauche avait cette fois les moyens de gagner. Un autre député maire, celui de hier, en studio à Téléson, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle, quant à lui, va faire un tour d'horizon départemental, national et international. Les premières assises pour la jeunesse à Évry, grande consultation auprès des étudiants. À propos de jeunes gens, 37 lycéens de milieux défavorisés reçoivent à Polytechnique aujourd'hui une bourse en présence du préfet à l'égalité des chances pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures. À Fleury-Mérogis, comme dans d'autres prisons, la question est de savoir si on va retirer les surveillants employés sur les miradors pour les réaffecter ailleurs dans l'établissement. Et puis 15 000 personnes empruntent tous les jours une place de Savigny-sur-Orge. Des caméras de surveillance vont y être installées ainsi que près de la gare. Est-ce que quelqu'un est intéressé par l'actu aujourd'hui? Oui, Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi international? Il va où? Il va en Italie? Non. Étant donné qu'il est candidat à la présidentielle, quand il aborde des sujets, c'est aussi bien local, départemental, national qu'international. D'accord. Voilà. Donc il fait une tournée en France. Mais non, c'est quand il parle. D'accord. Cool. Bon. J'ai pas tout suivi là sur Savigny, qu'est-ce qui se passe? À Savigny, ils vont mettre des caméras de surveillance dans 5 ou 6 endroits différents, parce que voilà, il y a certaines autres communes, vous savez, vous avez d'ailleurs assuré pas mal de reportages sur le sujet qui s'y ont mis, alors qu'il y a 2 ans ou 3 ans, la plupart des élus disaient non, c'est pas la peine, et là, tout le monde s'y met. Caroline, vous suivez l'actualité un petit peu? Oui. Ou ça vous intéresse pas Si. Bon. Est-ce que vous préférez ce qui se passe au niveau national ou ce qui se passe au niveau de chez vous, vraiment départemental? Les deux, ça dépend des sujets. Par exemple, il va y avoir les cantonales, vous irez voter s'il y a lieu? Oui. Ça oui. Oui. Ça oui. Bon, bonne citoyenne. On essaye. Très bien. Si vous le permettez, nous allons rester à présent avec les plus jeunes pour rejoindre une collégienne de Paul-et-Loire à Vigneux et qui aime beaucoup son pays d'origine également. Je vous parle de Paris Manga. Alors Paris Manga, qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. C'est un endroit où on rassemble tous les mangas pour des jeunes ou pour des adultes, pour qu'on les lise. Pourquoi cette passion pour les mangas? Raconte-moi ce que c'est, en quoi c'est intéressant. C'est des BD qui viennent du Japon et ça devient de plus en plus populaire. Pourquoi il y a cet attrait pour les mangas, à ton avis, en France? Il y a la baston, il y a la bagarre. C'est ça qui plaît? Est-ce que tu as des titres à me donner qui te plaisent, des choses que tu lis? Raconte-moi. Des Naruto, Bleach, il y en a plusieurs. C'est quoi les grands thèmes des mangas? Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'histoire? Des histoires d'amour, des histoires d'amitié, plusieurs. Quelle différence avec une BD? Pourquoi toi tu préfères les mangas et pas les BD par exemple? Les BD c'est juste pour rigoler, parce que les BD je trouve que c'est un peu humoristique, mais les mangas c'est mieux, je trouve. C'est plus intéressant, il y a plus de personnages, c'est un peu plus mature. Ça te plairait toi d'être mangaka ou de travailler dans ce domaine? Non, je lis juste pour le fun. Vous avez vu que Sarah s'est transformée en Hamid avec un autre sujet. C'est pas grave, c'est toujours un collégien, évidemment, de Vigneux. Giuseppe, vous me rappeliez avant l'antenne que la saison culturelle du domaine départemental de Méréville se prolongeait. Et ça m'a laissé, mais vraiment, ébahi. Vous souvenez-vous du Walkman? Ah bah oui, quand même. C'est beau, hein? C'est beau, une belle époque avec le Walkman. C'était très sympa. C'était léger. C'est un objet vintage maintenant. C'est un objet avec le Minitel qui fonctionne encore. Il y a une compagnie du théâtre qui s'appelle la compagnie de l'Arpenteur qui a créé un parcours, c'est une flânerie à l'intérieur du domaine départemental de Méréville. Moi j'y étais cet été et je vous propose de regarder le reportage. Le domaine de Méréville abrite le théâtre de l'Arpenteur dans la cabane des Jardins. Une cabane nommée Walkman 1. Un espace habité par Lucie. Suivez le guide de ce spectacle flânerie. Walkman, c'est un spectacle. C'est
pas simplement un Walkman qu'on a sur ses oreilles, qui consiste donc en un parcours sonore qui se fait au départ là-bas où il y a 2 chaises sur l'arbre et qui est une flânerie. On marche tranquillement, se laissant guider par cette voix que l'on a dans les oreilles et qui nous fait appréhender le jardin d'une façon un petit peu poétique et pas historique. Et on choisit la petite particularité d'être accompagné vraiment par une présence très forte. Et c'est pour ça qu'elle est représentée par un homme ou une femme. Et on choisit donc un homme ou une femme pour son guide. Quant à moi, j'ai choisi un guide féminin. Une présence invisible ouvre le chemin. Ici, nous sommes sur le parcours du Walkman 1. C'est un parcours sonore qui a été initié par la compagnie de l'Arpenteur et qui permet aux visiteurs de déambuler seuls le long de la Juine et de découvrir des espaces qui ne sont pas encore accessibles au public. Joli. Oui, bien effectivement. Donc le château ouvre à nouveau ses portes. Donc c'est tout le dimanche prochain, le 3, le 10, le 17, le 24 octobre, pour flâner. Et vous allez découvrir aussi les œuvres de Niels Udo et son installation végétale qui s'intitule l'Hôtel de Rivière. Voilà. L'Hôtel de Rivière. Ok. On aura l'occasion de le rappeler. C'est dimanche, hein? Dimanche, oui. Merci. Le mondial de l'automobile, vous savez qu'il commence samedi, donc après-demain, la veille de l'Hôtel de Rivière. Hein. En super vedette, la voiture électrique. Il paraît que l'année 2011 va être l'an 1 de ce marché. Nous avons demandé à des Essonniens leurs sentiments à ce sujet. Pour la voiture électrique. Peut-être pas dans l'immédiat, mais pour une question écologique, oui. Il faudrait effectivement qu'on en ait tous. Les voitures électriques ne polluent pas. C'est ça pour l'environnement, pour le futur des enfants. Pour essayer de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui va faire que nos enfants auront une meilleure planète et aussi des emplois en construisant des véhicules de demain. À part la question écologique aujourd'hui, on ne voit pas trop où est l'intérêt. Quand on aura une certaine expérience sur le caractère fonctionnel et disons écologique. C'est une expérience qui normalement doit pouvoir se réaliser assez facilement compte tenu des avancées technologiques. Si c'était pas trop cher, oui, j'investirais tout de suite. Dans 10 ans. Et je suis complètement sûre que c'est l'avenir. Pour le moment, je trouve que le concept, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore très fiable. D'un point de vue de déploiement, tout un parc de voitures électriques, j'en suis pas sûr. Je pense que ça va coûter énormément. C'est silencieux, peut-être un peu trop. Non, parce que j'ai pas l'argent. Moi, sur la voiture électrique, ça fait des années qu'ils en parlent. Je sais pas trop si un jour ça va se mettre en place. C'est très cher. Et puis avec c'est pas si écologique que ça parce que les piles de lithium. Et puis bon. Mais la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h était électrique. Ouais, mais bon, il y a toujours pas des bornes électriques pour la réalimenter régulièrement. Donc, moi, je pense que c'est du Si un monsieur comme Bolloré, quand même, qui est quelqu'un de relativement important à tout point de vue, dit que 2011 va être l'an 1 du marché électrique, peut-être qu'ils vont baisser les prix. Peut-être qu'il y aura plus de facilité pour... Peut-être qu'on pourra faire plus de 60 km sans avoir 8 heures à recharger. Voilà, exactement. C'est marrant, mais ça ressemble terriblement au bio, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Bon, Virginia. Virginia, Facebook. Alors après Jésus et après Greenpeace, qu'est-ce que vous nous réservez? Je vais vous parler du buzz de la semaine. Quelqu'un s'imagine, je pense que vous avez tous une idée du buzz de la semaine cette semaine. Bien entendu. Voilà. Donc on va encore se remettre la vidéo pour un petit peu sourire et puis après on parle des répercussions sur Facebook. De plus en plus, ces fonds d'investissement étrangers ont pour seul objectif la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Alors suite à cet épisode que pour ma part je trouve fabuleux. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Au lieu de dire inflation, elle dit fellation. D'accord. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment fabuleux, surtout de la part d'un politique. Ça permet de le désacraliser. On se dit qu'ils sont un peu plus humains parce qu'ils peuvent faire des lapsus comme nous on fait tous les jours. Il y a des groupes qui se sont créés sur Facebook, un petit peu comme avec l'affaire Zaya et les Bleus. Alors le premier groupe s'intitule « C'est sûrement grâce à l'inflation que Rachida Dati est arrivée là », avec une flopée de commentaires qui s'en sont suivis, comme par exemple « Trop d'inflation et c'est le crash des bourses ». Il y a eu un deuxième groupe aussi, « Se faire faire une inflation par Rachida Dati », avec pour le coup une photo plus qu'explicite de la députée européenne que moi je trouve franchement très sexy. Dans ce groupe, il y a eu une autre photo avec
pour les gens de quand Xavier Bertrand vient en aide à Rachida Dati, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est sur Facebook. Alors la principale intéressée, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle s'est exprimée sur ce lapsus le lundi matin sur RTL, mais à peine 4 heures après son fameux lapsus, elle s'est prononcée sur sa page Facebook où elle a dit ceci: cela peut arriver de parler trop vite dans ce format d'émission. Cependant, je trouve dommage que ce soit le seul message politique qui ait été repris, surtout sur un sujet aussi grave. Cela dit. J'ai pas fini. Ah, pardon. Donc, là, elle a bouclé la boucle. Juste, je tenais à vous préciser, pour pas avoir que là, j'ai pris les morceaux à la limite les plus soft. Parce qu'il y a vraiment des trucs très très chauds, voilà. Et pour les plus curieux, donc je vous invite à aller voir tout ça sur Facebook. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que pour une fois, parce que qu'est-ce qu'on a pu taper sur cette jeune femme, pour une fois, ses collègues n'ont pas été méchants. Ils ont tous parlé de lapsus. Elle est plus au gouvernement. C'est bien pour ça qu'ils n'ont pas été méchants. C'est pas uniquement pour ça, c'est parce que ça arrive à tout le monde de faire un lapsus, et que là, franchement, c'eût été, je crois, grotesque de lui taper dessus pour. Ah, mais je pense pas que les gens l'aient mal pris, parce que tout le monde a trouvé ça rigolo. Et puis c'est ce que je disais en début, je pense que ça permet vraiment aux spectateurs de se rendre compte que le politique est aussi un être humain, que ça lui arrive de bafouiller, ça lui arrive de faire des lapsus, et voilà quoi. Cela dit, j'ai pas très bien compris de quoi il retournait lorsqu'elle a parlé de fellation à la place d'inflation, parce qu'elle parlait des fonds d'investissement étrangers, des entreprises étrangères qui étaient rachetées par ces fonds, et justement, elle se heurtait à ça. Et justement, la Commission européenne essaye de régulariser ce genre de choses. J'ai l'impression qu'elle s'est emmêlée les pinceaux là-dedans. Bon, c'est pas grave. Martine, c'est à vous. Alors, vous, c'est une histoire, non pas de squelette, mais... Une histoire d'eau. D'eau. E-A-U-O-S. D'eau, un os, des os. Eh ben oui. Sinon, il y a aussi eau avec un accent circonflexe. Oui, voilà, exactement. Alors, en fait, c'est juste un reportage pour faire appel à notre mémoire. Je ne sais pas comment le lancer. En fait, quand j'ai trouvé, je ne sais pas comment le lancer. Parce que je trouve que c'est un beau témoignage, j'aime bien le monsieur, je trouve que c'est un beau reportage, hein, c'est intéressant, je vous propose de le regarder. Voilà. Un jour, le professeur de sciences dit: est-ce que parmi vous, s'adressant à ses élèves, est-ce que parmi vous, il y en a un qui serait susceptible de nous apporter un squelette d'animal? Lucien, toujours en avant, lève le doigt et dit: moi, monsieur, nous avions un chien, et ce qui est vrai, en 1940, au mois de décembre, n'ayant plus rien à lui donner à manger, mon père dut l'abattre. Et il l'enterra au pied d'un arbre du jardin. Le jeudi suivant, fit des recherches, creusa, et arrivé à 1,20 m environ, il trouva non pas une tête de chien, mais une tête humaine. Donc, il dit à sa mère: voilà ce que j'ai trouvé. Sa mère affolée lui dit: misérable, mais tu vas aller la remettre en place, bien piétiner à la terre, et surtout ne rien dire à personne, car il faut vous dire qu'en février, depuis le mois de janvier 1944, la Gestapo travaillait dans le secteur. Alors, comme les femmes sont bavardes, Madame Rivière, pendant 8 jours, sut garder le secret. Mais au bout de 8 jours, n'y tenant plus, elle raconta ça à la voisine. Alors, effectivement, toute la rue sut bientôt que les Rivières avaient trouvé un squelette, une tête. Mais c'est plus qu'une tête que le jeune Lucien venait de découvrir en cet hiver 44. Tout un squelette gisait sous les branches de son prunier. Après une exhumation tenue au grand secret en raison de l'état de guerre, le squelette fut finalement identifié. Il provenait de l'âge du bronze.
Alors, c'est un témoignage de... Ça vous a passionné, là. Mais c'est surprenant. Alors, c'est un témoignage de 90 de René Nico, qui a écrit sur l'histoire de Chilly Mazarin. Et surtout, chez Mazarin, on a découvert comme ça plusieurs objets sur le territoire qui datent du néolithique, comme des pointes de flèches, des grattoirs, des lames. Voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à cette époque-là. Et c'est un reportage Téléson de 90. De 90. Merci Martine. Giuseppe, alors on sait que vous vous intéressez particulièrement à la musique et à la mode, et vous avez invité la styliste Linda Vandara. Alors j'avais vu en quelque sorte sa première collection, et la deuxième je l'attends. Je vous laisse vous débrouiller avec votre invité. Et effectivement, moi j'ai rencontré donc Linda Vandara au salon prêt-à-porter à Paris, et je l'ai invitée parce que c'est une grande passionnariat de la coupe originale et des matières très originales. Et elle habite Brunois. Et elle est de Brunois. Alors, première question, alors, à quel moment vous avez eu ce déclic pour vous lancer en solo? Est-ce que vous aviez travaillé auparavant auprès de... J'ai travaillé quelques années pour d'autres sociétés en tant que styliste, donc j'avais dessiné pas mal de collections, mais j'ai senti que créativement il fallait que je me lance en fait. Donc j'ai attendu un moment où j'avais en quelque sorte rien à perdre, c'est-à-dire que je ne travaillais plus pour personne, et là c'était le bon moment pour me lancer moi, et j'avais une certaine maturité qui, je pense, d'après mon expérience professionnelle, qui me permettait de me lancer sans trop de casse. Et à Brunois, vous avez des personnes qui vous aident Alors, j'ai ma mère qui m'aide, qui est dans le métier, qui est couturière en fait de formation. Ouais. Oui. Et donc qui m'a appris en fait toute la technique de la couture depuis que je suis toute petite. Donc ce qui m'a permis ensuite de vraiment avoir cet avantage de connaître très bien la couture traditionnelle quand j'ai entamé mes études en stylisme de mode. Et donc, vous êtes donc libéré de la technique pour vous dédier surtout à la création. En fait, je pense que pour vraiment mener à bien, c'est bien d'avoir une certaine créativité, mais c'est très bien aussi d'avoir une maîtrise technique. Et donc, alors, on regarde... pardon. Non, parce que je voulais simplement corroborer ce que vous disiez dans votre première collection. Oui. Je crois que vous avez peut-être été choqué, puisque vous avez travaillé ailleurs, oui, par le nombre astronomique de modèles qu'il pouvait y avoir, et vous vous êtes dit, vaut mieux que j'en fasse peu, mais alors qu'il soit irréprochable. En effet, oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société de masse où vraiment on fait tout, on produit excessivement de tout, de matières premières, de produits qui sont destinés à l'achat. Et donc c'est vrai que moi je vais un peu à contresens de ce qui se fait. C'est vrai que moi je suis plus dans la qualité et dans donc des quantités beaucoup plus restreintes. Je vous propose donc de regarder maintenant donc un aperçu de la collection été 2011. Eh bien donc c'est une collection prête à porter, et moi je dirais aussi prête à garder. Regardez le reportage. Ce samedi 2 septembre à Paris, le salon prêt à porter est l'occasion de découvrir les créateurs de demain. Linda Vandara, originaire de Brunois, présente ici sa collection. Donc moi j'essaye de faire du vêtement quand même un objet qui reste précieux. Quand on l'achète et qu'on le porte, on l'aime, on le garde. Et on le garde longtemps, on ne le garde pas qu'une saison. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur la qualité, sur les détails intérieurs. L'intérieur doit être vraiment fini, on a des découpes dans les propretés qui sont décoratives. On a toujours, sur cette robe par exemple, ici on a des petits billets en soie d'une autre couleur. Ce qui est important, c'est que l'objet, il est beau à l'extérieur, mais il est beau à l'intérieur aussi. Ces vêtements sont beaux, pleins de détails, confortables, et le tout est fabriqué en France. La collection Linda Vandara s'inspire des uniformes militaires ou des coupes géométriques, comme ici avec une robe en velours de soie. C'est une robe qui s'appelle modèle origami. À la base, cette robe, c'est juste deux carrés de tissu que j'ai découpés, épinglés, fixés avec des plis, donc qui a vraiment un côté assez géométrique, mais en même temps très souple, très libre. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir une matière très fluide, avec une véritable construction derrière, assez géométrique, mais au final, on a quand même quelque chose de souple.
fraîcheur dans les couleurs et dans les matières. Et pour le soir, le code Soft Fetish pour une allure ultra sexy en cuir noir. Linda Vandara, jeune styliste estonienne, a travaillé pour des grandes maisons de luxe avant de lancer sa propre griffe. Retenez ses initiales, LV, représentées par 2 agrafes en métal. Oui, alors donc Linda, votre objectif c'est quoi? C'est d'avoir une clientèle particulière ou des grands acheteurs? Alors actuellement, moi je fonctionne sur un réseau où en fait je ne vends pas directement aux particuliers, c'est-à-dire que mes créations sont revendues par d'autres boutiques. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Moi à terme, c'est vrai que comme j'ai plutôt une politique de proximité avec le client, j'aimerais avoir mes propres points de vente pour pouvoir vraiment toucher directement mes clients. Pour l'instant, j'ai encore cet intermédiaire qui est donc mes clients sont des professionnels qui ensuite redistribuent aux particuliers. Donc ça, c'est une stratégie que vous avez mis en place en fait. Pour l'instant, voilà. Mais après, l'idéal, ça serait au fur et à mesure de pouvoir avoir mes propres points de vente quand j'aurai les moyens d'ouvrir une boutique peut-être. Pour l'instant, alors, vous y tenez beaucoup. Toute votre collection est fabriquée en France. Donc le Made in France, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a aussi des aides pour des entreprises de ce type? Alors actuellement, pour la fabrication Made in France, alors j'ai pas connaissance, je crois pas. Alors peut-être que j'ai pas vraiment cherché en fait s'il y a des aides, mais moi j'ai décidé de tout fabriquer en France et c'est vraiment un choix, on va dire presque un petit peu engagé par rapport à tout ce qui se fait actuellement, parce que moi je connais les personnes avec qui je travaille, je sais où les vêtements sont fabriqués, dans quelles conditions, je me suis déplacée dans les ateliers. Cela dit, vous employez du cachemire, de la soie, c'est pas donné, ça peut se trouver ailleurs, et vous préférez quand même... Non, c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire que il faut arrêter de penser que on peut tout trouver à tous les prix, parce que par exemple, un exemple simple, sur un pull en cachemire, maintenant on trouve des pulls en cachemire à tous les prix, sauf que ils ont un fil. Ils ont un fil, voilà, exactement. Sauf qu'un vrai pull en cachemire qui va tenir dans le temps, il faut y mettre le prix. On peut pas acheter un pull en cachemire à 50 €. Au bout de 2 lavages, il est mort. C'est des choses. Il faut réapprendre aux gens en fait la préciosité des matières, des choses et le travail qu'il y a dessus, la vraie valeur des choses, parce les gens ne se rendent pas compte en fait. Et un vrai travail, une belle matière. Moi, la plupart de mes tissus sont fabriqués en France également. La vraie qualité, elle a un prix. Donc c'est vraiment un parti pris. Et quand je prends le temps d'expliquer ça aux gens, les gens le comprennent très bien et sont prêts à débourser peut-être un petit peu plus pour une pièce qui va leur sembler plutôt chère par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. Mais c'est vrai que quand c'est une pièce qu'ils vont pouvoir garder 5 ans, 10 ans, on se rend compte quand même qu'il y a quand même un certain avantage. Alors quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour exister face à une concurrence vraiment énorme par rapport à l'habillement? Oui, voilà, il y a des géants de l'habillement qui... déjà les initiales, voilà. c'est pareil. Voilà, mais sans faire un rapprochement avec cette grande marque qui est un peu le monopole, on va dire, du luxe. Moi, ma différence à moi, c'est que je me bats à ma petite échelle et que ce que j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment mon discours. C'est-à-dire, on veut que les gens prennent conscience de certaines choses, qu'ils agissent de manière, on va dire, justement consciencieuse par rapport à des tas de choses, l'écologie, tout ce qui peut être éthique d'un point de vue de la production des matières ou la fabrication des vêtements. Mais avant de vouloir faire prendre conscience aux gens qui sont les consommateurs, les derniers consommateurs, il faut d'abord soi-même s'engager dans une certaine... s'engager exactement dans une certaine démarche consciente pour ensuite pouvoir faire comprendre et faire passer le message aux consommateurs. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai un discours qui est vraiment très important dans ma création. Je ne fais pas juste des beaux vêtements pour faire des beaux vêtements. Il y a un vrai message derrière où j'essaie vraiment de faire retrouver aux gens un sens de l'attachement à un objet qui est précieux, mais parce qu'il a une vraie valeur, par sa matière et par le travail qui a été, qu'il a demandé.
Alors il y a une actualité. En fait, on peut vous retrouver actuellement dans un showroom à Paris. Oui. À quel endroit en fait? Alors, ça se passe au 9 rue Titon à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc c'est dans un showroom où donc mes créations sont mises en scène dans d'autres créations originales de meubles, décorations, donc qui sont de deux créatrices de la marque Edvinka, qui travaillent un petit peu comme moi de manière assez artisanale. Et donc on a nos objets, nos créations qui se répondent en fait. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant et elles font des très belles choses également. Merci. Merci Linda. Merci à vous. On va passer le micro à un spécialiste de la mode, mais pas la même exactement. Il se trouve évidemment dans une commune, dans une ville de l'Essonne pour ces fameuses énigmes, Philippe Bello. On m'a connu sous le nom de Godefroy jusqu'au XVIIIe siècle, puis Belle à bord. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus que ma porte. Oui. Ça vous parle? C'est la porte de l'ancienne, la porte qui est devant Belle à bord.